NFT Business, c'est le podcast qui parle de tout l'écosystème Web3. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, les métaverses, la tokenisation, la blockchain. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de NFT, évidemment. On ne sait pas vraiment si c'est la technologie qui modifie nos comportements ou si ce sont nos comportements qui poussent les startups à développer de nouvelles technologies. Une chose est certaine, les lignes bougent vite et fort. La connaissance est le nouvel or, raison pour laquelle nous produisons ce podcast, car la connaissance qui n'est pas partagée, c'est de l'or qui se transforme en plomb. Je suis Claudia Loma et je présente ce podcast avec Benjamin Boutinspa. Oui, et aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir John Karp. Alors John Karp, dans le domaine des NFT, c'est vraiment le pionnier. On s'est découvert, John, quand tu as commencé au tout début 2021 à lancer des rooms, ce qu'on appelait des rooms sur Clubhouse. Clubhouse, c'est une application collaborative qui marchait très fort à l'époque et où il y avait déjà les pionniers américains des NFT qu'on écoutait ensemble dans les mêmes rooms, qui nous expliquaient ce qu'était un NFT, comment on en achetait, comment on pouvait le revendre, etc. Et donc toi, tu as lancé cette room sur les NFT en français, qui est devenu ensuite un podcast qui marche toujours très fort, qui s'appelle NFT Morning, qu'on trouve sur toutes les plateformes, avec ton collègue et ami Rémi Peretz, que l'on a reçu dans notre podcast il y a déjà presque un an. C'était un des premiers. Un des premiers. Et maintenant, John, tu es là pour nous parler, entre autres, d'un projet phare, je sais, qui te tient à cœur, dont tu me parles depuis un an. C'est vrai qu'on se connaît, on se rencontre systématiquement à tous les événements NFT. Tu as lancé donc la NFT Factory à Paris, qui existe, qui vient d'être lancée en fait. Et donc là, d'ailleurs, nous enregistrons dans la NFT Factory, au cœur de Paris, et devant une baie vitrée exceptionnelle qui donne une vue imprenable sur le musée Pompidou, le fameux Beaubourg que l'on voit là, qui est resplendissant et qui fait écho à cet art traditionnel, cet art institutionnel qui est représenté par le musée Beaubourg, face à la NFT Factory, dans laquelle tu as installé des écrans partout, des écrans vidéo partout, magnifiques d'ailleurs, des Samsung Frame, d'autres types d'écrans carrés, tu nous en parleras, sur lesquels on peut visionner du crypto-art. Et aussi des collectibles, type CryptoPunk, etc., qui font partie un peu de ta collection, un peu de la collection des founders, des fondateurs, etc. Bon, on en reparlera. Mais on est très heureux de te recevoir. Tu vas nous parler de ça et d'autres événements projets aussi. Merci Benjamin, merci Claudia de me recevoir. Et je suis ravi d'être avec vous à la NFT Factory. Donc là, en effet, on est sur 3 étages et là, on est au premier étage, là où on a cette vue en effet qui est en fait le dernier espace en fait qui au moment où on écoute le podcast devrait être officiellement ouvert. Donc merci de me recevoir et du coup si je peux un peu développer la NFT Factory. Concrètement, l'ambition quand on a eu cette idée il y a déjà 1 an et demi. À cette époque-là, j'étais déjà très très impliqué. Du coup, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'avais créé le NFT Morning. Donc tous les matins, on se retrouvait pour parler de NFT autour d'une communauté, puis on l'a fait transformer en podcast en effet, et on continue de faire tous les matins. Et suite à ça, cette communauté, on l'a réunie lors d'événements. On organisait des meet-up. Donc on a fait le Non-Fungible Meetup à Paris, le premier, donc c'était au printemps justement 2021. Non-Fungible en référence évidemment au Non-Fungible Token. Exactement, voilà, exactement. Et donc j'ai gardé d'ailleurs cette terminologie Non-Fungible Meetup ensuite pour faire 1 an plus tard la Non-Fungible Conférence, qui était un peu la version fois 1000 voilà, du meet-up. Et donc on s'était retrouvés au wagon à Paris, et donc il y avait pratiquement 200 personnes, un engouement assez incroyable. Et dans cette excitation, il y avait quelques pionniers qui étaient là. Il y avait Jean-Michel Paillon que vous avez reçu aussi. Il y avait Sébastien Borget donc de chez Sandbox, et il y avait Benoît Moka aussi, Benoît Couty exactement. Ouais. Et donc avec ces personnes-là qui étaient un peu des pionniers des NFT, eh bien on a discuté de ce projet en fait qui était tout simplement de faire une maison du NFT. C'était vraiment ça l'idée, c'était de se dire c'est vrai qu'il y a des références dans le monde du Bitcoin. À Paris, il y a 7-8 ans un endroit qui s'appelait la Maison du Bitcoin et qui a fait beaucoup en fait pour justement démocratiser le Bitcoin en France. Il y a beaucoup de gens qui se baladaient dans la rue, tombaient sur ce grand bâtiment et donc se faisaient expliquer ce qu'étaient les crypto-monnaies, ce qu'était le Bitcoin, et il y avait un comptoir sur lequel on pouvait repartir ensuite finalement avec ses premiers Bitcoins. Et en fait d'ailleurs cette Maison du Bitcoin, elle a évolué. Elle a accueilli plein d'événements, justement, des hackathons, des meet-up. Et cette évolution de la Maison du Bitcoin a donné naissance, en fait, elle s'est transformée.
Et en fait, ces deux sociétés, elle s'est divisée en deux sociétés qui sont devenues The Coin House, qui est un exchange très connu en France. C'est ça l'origine. Et l'autre société, c'est Ledger. Donc en fait, c'était tout a commencé. En fait, beaucoup de choses ont commencé dans cette maison. Et dans ces murs de la maison du Bitcoin, il y avait par exemple des gens, la plupart des gens, des fondateurs de chez Sorare, qui passaient du temps, qui discutaient. Certains même des premiers employés qui travaillaient à la maison du Bitcoin. Il y avait justement les gens de chez Sandbox. Donc il y a un premier terreau qui s'est créé à ce moment-là. Et donc l'idée, c'était de reproduire un peu cette logique avec peut-être la composante justement NFT, avec cet objectif numéro 1 qui est d'avoir un espace avec un très bel emplacement, qui a pignon sur rue, qui a une vitrine et qui permette aux tout venants d'être interpellés par la vitrine, finalement on va dire une exposition tout simplement, qui puisse rentrer et qu'en 15 minutes ils aient compris ce que c'est un NFT. Et en fait, on part de cet objectif, et l'objectif, il est simple, c'est vraiment de se dire, c'est un enjeu quasiment industriel, hein. Moi je le vois vraiment comme ça, on voit cette vague du Web3 comme quelque chose qui va demain, alors je dirais pas balayer le Web 2, mais quand même, je pense que dans 10 ans, les GAFAM, ce sera d'autres lettres, tout simplement. Il y en aura peut-être une ou deux qui vont rester, voire 3. Mais on voit dans l'histoire en fait de l'économie que chaque nouveau leader détrône les anciens. Quand on lit le livre de Steve Jobs justement, il parle des monstres de Silicon Valley qui étaient HP ou IBM comme des monstres indétrônables, incontournables, qui étaient les pionniers de l'informatique moderne. Et aujourd'hui, HP, IBM restent des très belles sociétés, mais ils sont plus sur le devant de la scène. C'est pas les GAFAM. Voilà, c'est pas les GAFAM, exactement. Et de la même manière, donc il y a certains des GAFAM qui vont sûrement s'adapter, mais d'autres, en effet, qui vont être remplacés par des nouveaux leaders mondiaux. Et l'enjeu, quand je parle d'enjeu industriel, c'est comment on fait, parce que cette vague du Web 2 en France et même en Europe, on l'a à peu près raté. Il y a Spotify en Suède à la limite qui est encore le seul champion européen, de cet univers. Dans l'univers, oui. On a raté ça et c'est impactant quand même parce que en fait tous les emplois aujourd'hui sont créés là-dedans. Concrètement, si on a des problèmes, si on veut résoudre les problèmes de chômage, voilà, il y a un enjeu industriel. Oui, tu parlais d'emploi, mais ça y est, donc Facebook, Meta a annoncé 10 000 licenciements, Amazon 10 000 licensements. Voilà, ça commence. Donc voilà, il y a un début de transition qui va s'effectuer. Et donc du coup, c'est ça. Et donc si on veut que ces boîtes-là soient en France, ça passe par plein de choses. Mais pour nous, ça passe avant tout, avant même de parler de lobbying, de presse, d'environnement, parce que ça, finalement, pour moi, c'est plus la conséquence d'une adoption massive. Ça passe par la compréhension. Moi, on se rend compte, en fait, quand on creuse un peu, moi j'aime bien parler de ces gens qui vivent dans le futur. Quand on voit, par exemple, la plupart des fondateurs de grandes sociétés, justement, comme Jeff Bezos ou d'autres acteurs clés, on va dire, qui ont innové, souvent on se rend compte que dans leur carrière, ils ont eu accès au Internet haut débit 2-3 ans avant la plupart des autres personnes. Donc à la technologie. En tant que consommateur. Ah oui, donc ils ont pu se projeter dans ce qu'en fait ils ont vécu, quotidien. Voilà, ils ont vécu dans le futur, tout simplement. Ah oui. Et donc moi je suis persuadé que quand tu achètes un NFT aujourd'hui, quand tu as un wallet, quand tu commences à collectionner, d'un coup tu commences à comprendre beaucoup plus vite que le reste du monde comment on va consommer du numérique dans 5 ou 10 ans. Ouais, mais pas que du NFT. Quand tu commences à acheter de la crypto plus tôt, tu commences à créer ne fût-ce que ton propre wallet, même si tu mets rien dedans. Bien sûr. C'est déjà de l'expérimentation pour plein de gens. Et puis il y a un focus sur l'art. Je sais, John, par exemple, à la Factory, là, on voit, quand tu dis on rentre à la Factory et on peut comprendre un peu les NFT, on le comprend via l'art. C'est ça. La création. Parce que pour moi, c'est un moyen. Donc c'est ça, en fait. La mécanique, c'est de se dire, si on veut un maximum de gens qui vivent dans le futur, et si on a un maximum de gens dans le futur, parmi ces gens-là, il y en a qui vont créer ces nouvelles sociétés, puis on va les aider parce qu'on les a aujourd'hui déjà. On a Ledger, on a Sandbox, on a Sorare. Mais qui sont déjà des monstres. Qui sont des monstres dans un environnement qui est encore petit. Oui. Et ce qu'on espère, c'est qu'ils soient encore des monstres dans 10 ans, quand on sera dans un environnement mature, et qu'ils ne soient pas remplacés par d'autres monstres aux États-Unis ou en Chine. Et que les autres qui vont émerger, justement, quand le marché sera mature, qu'on ait toujours les leaders mondiaux, qu'on ne soit pas juste à dire, tu te souviens, on y était presque, on était
très bien placées, on a eu plein de belles initiatives, mais elles sont restées au stade de gros potentiel. Donc là, c'est vraiment l'enjeu. Et donc, tu as raison de le dire, pour moi, ça passe par l'éducation, et c'est vrai que c'est un petit objectif interne qu'on dit à la Factory, c'est 40 millions de wallets en France. En fait, je suis persuadé que... C'est l'objectif, ça ? C'est notre objectif, ouais. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'accueillir 40 000 personnes qui rentrent sans savoir ce que c'est un NFT, 40 millions, qui rentrent sans savoir ce que c'est un NFT, qui se disent tiens, c'est joli, c'est peint en vert, je vais voir, je suis curieux. Ils ressortent, ils ont compris ce que c'était le NFT, 2, ils ressortent avec un wallet. C'est ça. Alors ça ne va pas que passer par des gens qui rentrent et qui sortent. Si on veut arriver là, il va falloir même passer à l'échelle de manière un peu plus importante. Donc ça ne sera pas sur la fin de l'année prochaine, typiquement. Mais en effet, l'objectif, c'est que tous les Français comprennent. Et si tous les Français comprennent, forcément, l'environnement qui va aller avec va se développer beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Ouais, mais toi, tu voudrais qu'à la Factory, ce soit presque un bouillon de culture, en fait. Tu voudrais que les gens se rendent compte, se disent, tiens, j'ai un projet, on devrait le faire ensemble, on devrait faire ci. Un bouillon de culture avec un enjeu, comme il a dit, c'est industriel, donc ça, il y a un vrai enjeu. L'enjeu industriel, il passe d'une part donc, par la démocratisation, c'est ça que j'ai un peu creusé ce côté-là, mais je pense que l'art joue beaucoup là-dessus parce qu'il n'y a rien de plus facile pour comprendre la blockchain que de commencer avec du NFT artistique pour moi. C'est le point de départ. Enfin, je pense que n'importe qui va être touché en disant, émotionnellement parlant, par des œuvres. Et puis c'est la genèse. Voilà, exactement. C'est l'origine. Donc puis ça commence, puis le marché des NFT aujourd'hui, c'est quand même beaucoup l'art, même s'il y a plein d'autres potentiels, plein d'autres technologies. L'art ou des images ou des collectifs, mais enfin tu as raison, il y a toujours quelque chose de graphique. Voilà, en fait, en tout cas il y a le visuel qui frappe. Et donc ensuite c'est le point de départ et donc c'est ce qu'on fournit à la Factory, des onboarding gratuits de 15 minutes, et puis derrière ensuite des mini formations d'1h30 qui sont très accessibles, qui coûtent 59 € pour les premières, pour collectionner ses premières NFT, tout simplement. Donc ça c'est vraiment le côté démocratisation. Et il y a un autre axe qui est extrêmement important, c'est l'axe écosystème. Écosystème, c'est comment on fait pour développer justement, pour qu'il y ait ce bouillon de culture, pour que les nouveaux Sorare de demain émergent justement dans ces locaux. Ok, le côté, culture cultivée des startups. Un seed, un pépinière. Voilà. Un petit peu, voilà, c'est ce côté, du coup, en effet, voilà, générateur de possibilités. Et donc, quand tu dis pépinière, ça veut dire que si j'ai un projet Web3, je peux arriver à la NFT Factory avec mon projet et le présenter ? Alors, l'année prochaine, oui. Bientôt, oui. Pour l'instant, c'est étape par étape. C'est-à-dire que là, c'est vrai que justement, ce que je vous disais, d'ailleurs, le rez-de-chaussée que vous avez vu où il y a tous ces écrans, c'est vraiment le côté démocratisation. Donc les gens qui visitent, qui se baladent, qui vont se faire onboarder, on va dire, dans le Web3. Là, on est au premier étage avec cette vue. Ce premier étage, c'est l'étage justement des membres. Donc il faut comprendre que les membres, en fait, c'est l'écosystème, on va dire, français des NFT. Il y a 1000 personnes qui ont acheté, en fait, ce token, qui s'appelle donc le Founder Node, qui a été designé par Obvious. Dont on fait partie, hein, nous. On a acheté un node, donc effectivement, rappelons. Alors, tu parles d'Obvious. Obvious, c'est un collectif d'artistes français qui font de l'art génératif à base d'intelligence artificielle. C'est ça. Qui ont designé quelque chose d'assez abstrait d'ailleurs. Donc, quand on achète ton NFT, ce qu'on a fait, on voit une sorte de pièce déstructurée, tournée en 3D. Donc, c'est assez joli et intriguant. C'est ça. Et le NFT, on l'a dans notre toilette. Au réseau, un peu. Enfin, c'est ça. L'idée, c'était le. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, pour que nos auditeurs comprennent, c'est qu'en fait, tu avais le projet de l'NFT Factory, tu as mis 1 an à le construire, ou un peu plus, 1 an et demi. Tu as donc décidé de générer combien de NFT ? Alors juste tout de suite, je dis un truc. C'est vrai que tu dis faut comprendre que c'est un projet très collectif. C'est vraiment très 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 collectif. Ça veut dire que moi j'ai initié le projet. On a lancé ça. Derrière, au départ, on était 7 un peu à mettre un peu d'argent et commencer à lancer le projet. Donc voilà, en effet, Jean-Michel, Sébastien, Borget, Benoît et plein d'autres, Thomas Gavage, d'autres personnes. Et ensuite, en fait, très vite, on a plein de copains qui nous ont contactés en disant attends, moi aussi, je veux en être. Et donc, on s'est retrouvés en fait à 130 fondateurs qui ont tous investi un peu d'argent. Donc c'est vraiment une sorte de grand crowdfunding qu'on a fait, où chaque fondateur investit un peu d'argent, et les critères c'était qu'il devait investir, qu'il devait avoir un historique et une légitimité forte dans le Web3. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec les personnes de Sorare, les personnes de la collection, les personnes plein d'acteurs de plein de sociétés clés en France qui se sont trouvés 130 fondateurs
Et donc c'est quelque chose d'assez collectif. Donc quand on s'est retrouvé à ce niveau-là, et ensuite suite à ça, en effet, on s'est dit maintenant, on n'est pas encore, enfin on commençait à voir, on allait trouver le local. On s'est dit on va faire aussi un membership token, donc une carte de membre. Et en fait, moi, je la vois un peu comme une sorte de carte de membre, comme tu vois, t'as Soho House par exemple, ou les membership clubs, où tu payes un abonnement annuel pour pouvoir accéder à un espace, accès à son programme et accès à un réseau. Et là, donc, en effet, on a fait des NFT qui sont des cartes de membres. Donc, c'est cette œuvre d'Obvious, cette pièce. Donc, non seulement elle a un aspect artistique, c'est une chose, mais elle a surtout une utilité extrêmement forte, qui est de te permettre de jouir tout simplement de l'intégralité des services de la NFT Factory. Et qu'est-ce que c'est cette intégralité de services ? C'est l'étage auquel on est là. En fait, c'est un café auquel on peut accéder uniquement si on est membre. On a aussi tous les événements, parce qu'il y a tout un aspect événementiel évidemment. Il y a des meet-up, des conférences. Là, on a eu le Crypto Comedy Club. Il y a un meet-up photo. Voilà, il y a plein de débats qui ont lieu là-bas. Et donc, en fait, il y a un accès prioritaire aux membres. Et donc ça, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'on va enfin pouvoir expliquer aux gens qui ne lisent dans la presse que des NFT sur les CryptoPunks, les fameux Bored Ape, là, les images de singes. En fait, tu parles de quelque chose qui, moi, à mon sens, va amener l'adoption massive, c'est le token d'utilité. Le de NFT l'appartenance. utile, de l'appartenance à un club, l'appartenance à un groupe, l'appartenance à des utilités, en fait. Et ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'en fait, de par le podcast et les événements que tu avais faits, tu avais développé une vraie communauté très engagée, parce que les gens disaient mais John, c'est l'expert incontournable, j'ai confiance en lui, quoi qu'il fasse. Et vous avez vendu ces NFT, donc social token. Nous, on l'a acheté, et j'avoue qu'on l'a acheté sans même savoir ce qu'on allait avoir. On l'a acheté parce qu'on s'est dit, John, il peut faire ce qu'il veut, on y va, quoi. On le suit. Mais c'est fort, parce que ce que je veux dire, c'est que nous, on est orienté business, et souvent, les marques nous disent, oui, mais le social token, comment je peux... Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est à un moment donné, c'est comment tu crées le lien avec ta communauté, et ta communauté, parce qu'elle a confiance en toi, elle achète ton NFT, donc cette espèce de carte de membre digitale, uniquement parce qu'il y a de la confiance. Non, mais c'est ça, oui, c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Ouais. Donc c'était John, et justement, là, c'est vrai que les 130 founders ont aidé, parce que du coup, il y avait une confiance d'autant plus importante dans le projet, avec toutes les personnes qu'on avait dans ce projet. Et donc, c'est vrai que c'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y a eu des challenges au début, parce qu'en plus, quand l'espace n'était pas ouvert, forcément, des gens qui l'ont acheté sans savoir ce que c'était. On a un Discord dans lequel il y a les membres qui disaient mais qu'est-ce qu'on a acheté. En plus, c'est vrai que c'est pas un projet traditionnel. On n'est pas en train de créer de l'animation Discord tous les jours pour créer de la hype, qui est des fois un peu artificielle. Là, on bossait sur les plans, les travaux, on était dans le concret. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et c'est marrant parce que du coup, mais malgré tout, avec le temps, c'est vrai qu'on le vendait on l'a vendu à 0.2 au départ, ce token. Il reste encore assez accessible aujourd'hui. Il est à la dernière fois que j'ai vu, c'était à 0.4, si je me trompe pas. Ethereum. Ah, on a fait x2 alors sur notre investissement. Voilà, non, mais je pense que, en effet, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que c'est quand même quelque chose. En fait, pour moi, ça reste un produit assez exceptionnel si tu crois que le projet va perdurer. Parce que tu offres. Et grandir. Grandir. Parce que tu offres un membership à vie aux personnes qui sont propriétaires de ce token. Donc ça veut dire que c'est pas des renouvellements annuels ou etc. C'est-à-dire que t'as ça. Aujourd'hui, c'est 400 mètres carrés la NFT Factory. Imagine, on grandit, que dans 3 ans, on fait 4000 mètres carrés. Imagine que dans 10 ans, tu traverses la rue et tu t'installes à Beaubourg. Oui, tu veux dire tout que est possible. Imagine qu'on ouvre des NFT Factory dans d'autres pays, qu'il se passe des choses, tu vois, tout peut se développer. On pourra accéder à toutes les filiales avec le même node. C'est l'esprit. Mais alors attends, justement, je reviens, je disais un peu à la blague comme ça qu'on a fait x2 sur notre investissement. Mais l'intérêt des NFT, quand même, il faut le dire, c'est que ce NFT à vie, je pourrais le transférer à un ami, une amie, un enfant. Je pourrais le revendre aussi, pourquoi pas, hein, parce que je pourrais profiter pendant 3 ans, par exemple, de cet accès privilégié, puis je pourrais dire, maintenant je le revends, parce que ça peut intéresser quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais passage... en fait, je pense que c'est ça, et c'est intéressant de penser ça comme ça, parce que, alors, c'est un pari, et j'ai pas la prétention de dire il y a une réflexion sur les business models du Web3. Mais en tout cas, il y a cette vraie réflexion de se dire, on a un business actuel qui, dans la plupart des services, que ce soit le monde du software ou beaucoup de choses, aujourd'hui, le mode de base, c'est l'abonnement. Donc je paye des fees annuels ou mensuels pour accéder à un certain nombre de services. Là, c'est vrai qu'on part sur quelque chose d'autre qui est de dire, et souvent, moi, je parie un peu sur ce projet, je l'aime,
je vais être client et je vais le recommander à tout le monde. Et du coup, le temps que j'ai investi, même si j'en ai profité aussi, j'ai profité du service, mais il y a toujours une implication en tant que consommateur qui fait que je vais aussi être rewardé sur l'implication que j'ai avec ce service. Et moi, je veux dire un truc, je trouve ça intéressant. Par exemple, moi, le nombre de fois où, à titre personnel, j'ai regardé des softwares, par exemple, et j'ai dit, eux, ils sont bons, ils ont un service de mailing, il est hyper smart, ou un truc pour faire des sites internet faciles, c'est super. Et c'est des startups. Donc la startup, qu'est-ce qu'elle fait ? Du jour au lendemain, elle change ses pricing. Et en fait, t'as été sympa, t'étais là au début, t'as fait qu'ils ont eu 50 000 utilisateurs, puis maintenant ils veulent passer à 500 000, et puis ils changent complètement le business, et puis ils serrent les vis, et toi, ils vont juste te dire bonjour, il y a une augmentation de tarifs. Donc limite, le reward d'avoir été là pour les avoir aidés au début, il est quasiment négatif, il est inversé. Alors que finalement, tu devrais pouvoir, justement, c'est une manière de dire, attends, mais ta communauté, elle est là, elle doit être forte. Tu vois, tes clients chez un opérateur téléphonique depuis 15 ans, t'as jamais bougé, tu devrais avoir plus que des pauvres points qui sont gérés dans un CRM un peu random, tu sais même pas ce que c'est. Et donc, c'est ça le truc. C'est récompenser la loyauté et la fidélité. Récompenser, c'est ça, la loyauté et la fidélité. Je pense que ça, et je pense que t'as besoin de ça, et moi je suis intimement persuadé que le Web3, et donc les NFT, mais aussi les social tokens, sont le moyen le plus juste. En fait, la question, c'est pas de vouloir, parce que tout le monde voudrait rewarder ses premiers. On a des cartes de fidélité, on a ce genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est géré dans des systèmes qui ne sont pas viables, qui reposent sur une donnée centralisée, sur des bases de mails qui sont assez peu fiables, qui ont été enrichies de manière assez aléatoire. Et du coup, le vrai engagement sur le temps, le fait que j'étais là au début, j'y ai cru au début, est jamais vraiment matérialisé. Et donc là, c'est un moyen très juste de pouvoir le faire, finalement. Et donc c'est intéressant, et je pense que c'est... alors, on est expérimentaux, évidemment, mais je pense que c'est intéressant. Ouais. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à un truc. Donc, on sort tous les deux d'Alira, et Alira, en sortant, ils nous disent, bon, vous êtes nos premiers ambassadeurs, voilà, si vous parlez de nous, voilà un lien d'affiliation, et vous pourrez toucher, je crois que c'est 140 € par client que tu amènes. Bon, moi, je trouve que le lien d'affiliation, c'est chouette sur des baskets ou sur des bouquins, mais sur une formation de 15 semaines qui change la vie, ou quelque chose qui touche à autre chose qu'un produit physique, je trouve que c'est un peu difficile. On se rencontre dans un bistrot, je te parle, et puis je te dis non, mais attends, je t'envoie le lien d'affiliation, comme ça je touche ma com. C'est un peu bizarre. Et je me dis, mais en fait, ce que vous avez fait, c'est que à travers ce social token, ces gens sont aussi vos ambassadeurs. Et donc, ils prêchent la bonne parole pour le NFT, la NFT Factory. Et donc, c'est aussi, quelque part, vos ambassadeurs qui génèrent votre notoriété, votre crédibilité. Non, mais ça, en fait, le fait de posséder le token fait que déjà, tu vois, il y en a beaucoup qui, sur leur LinkedIn, vont dire membre de la NFT Factory. Ah, on l'a pas mis, on va le mettre. Ouais, tu vois, sur Twitter, j'avais mis, mais... tu vois, c'est un signe, et c'est toujours le point d'appartenance. C'est le signe d'appartenance, c'est ce qui font que les NFT, malgré tout, aujourd'hui, la plupart des cas d'utilisation de NFT touchent. Quand on parle de communauté, c'est ce signe d'appartenance. C'est ce qui faisait que dans les années 80, peut-être t'avais un t-shirt de hard metal. Il y avait les pins aussi. Ouais, où t'avais des pins, ou un t-shirt de métal, et donc tu croisais un gars qui avait un t-shirt de métal, il disait ah ouais, dans ce monde où personne ne comprend qui je suis, toi tu comprends. Ouais. C'est ça en fait l'appartenance, quoi. Ouais. Et donc, ceux qui savent savent. Ceux qui savent savent, exactement, c'est ça. Et en fait c'est ça, c'est juste ça tout simplement. Donc le business model dont tu parles est très puissant. Il y a ce festival de musique là qui s'appelle Coachella à San Francisco, qui avait fait un pass à vie, donc un accès à vie au festival, et les gens en profitaient 1 an ou 2, puis après le revendaient, et puis surtout Coachella, le festival, touchait des royalties. Et ça, c'est encore une brique supplémentaire au business model, c'est que la factory pourrait, à chaque revente, alors j'en sais rien, toucher une royalty, peut-être que du coup cette royalty pourrait être pour vous ou pour une association. Mais il y a des royalties, il y a même des royalties qui sont même aussi partagées avec les artistes qui ont créé, qui sont Obvious justement. Avec Obvious, c'est ça. Et oui, il y a des royalties, donc c'est pour ça que d'ailleurs que les royalties sont extrêmement importantes dans cet espace, parce que tu as énormément de business models qui se construisent en se basant sur ces royalties, et déjà en faisant un pari, parce que tu sais pas exactement si tu vas générer assez de volume pour pouvoir gagner de l'argent, pour gagner de l'argent avec ça. Enfin bon, ça pour dire que c'est pas le business model de la NFT Factory, heureusement, mais c'est un revenu stream sur lequel on est en train d'expérimenter. Et puis le node, pardon Claudia, juste pour finir, le node apparaît sur OpenSea en permanence, et finalement on a aussi ce qu'on appelle le floor price en permanence. On en parlait un peu tout à l'heure en off. Pas trop technique pour les clients, pour les auditeurs. On voit à quel prix ça s'échange, tout simplement. On voit en temps réel finalement la demande qu'il y a pour ce token.
pour ce NFT. Et ça donne un sentiment de succès de l'opération ou un sentiment de vie en fait de l'opération. Oui, c'est ça. Après, il faut faire attention parce que ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Ça peut aller dans les deux sens. Et je pense que c'est des fois, t'as alors des fois, c'est lié à des situations qui sont pas forcément internes, mais à d'autres problématiques externes. Ouais. Donc, mais voilà, par exemple, en ce moment, on voit le floor price des Bored Ape qui est en train d'exploser vers le bas en ce moment, parce que voilà, pour d'autres raisons qui sont plus des raisons d'écroulement financier global. Les marchés en général. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on dit, et pour rebondir sur Alira, j'ai pas terminé, mais je disais, mais en fait, quelque part, c'est comme la NFT Factory, tu es fier de dire que tu sors de là. Ouais. Et si tu as envie d'être ambassadeur, alors tu mises sur la valeur sur le long terme et tu dis, bon, bah, moi, j'ai le NFT d'Alira ou de la NFT Factory, je mise dessus et je sais que dans 10 ans, ça va valoir beaucoup plus d'argent, plutôt que d'aller toucher sur un lien d'affiliation 140 € aujourd'hui. Et donc, mais c'est tout le business model. Tous les business models sont à inventer. Et toute la relation à la communauté est à inventer avec cette technologie du NFT. Et c'est ça qui est fantastique parce que ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre complètement le champ des possibles, ouais. Et donc, je pense qu'on est qu'au début. Là, pour moi, on est encore dans une phase d'expérimentation. Ouais. Et on va découvrir de plus en plus de business models liés à cette technologie. Bien sûr. Ouais. Mais ce qui veut dire qu'en fait, par exemple, vos formations, etc., vont être ouvertes aux membres ? Ça se passe comment ? En fait, oui, on va créer des... alors, les membres vont avoir des accès privilégiés sur ce que fournit la Factory. Okay. Donc, on a certaines formations qui vont être créées et les membres pourront avoir... Alors, il faut voir les détails exactement, ça va dépendre de plein d'aspects économiques, mais dès qu'on a la possibilité de le faire, les membres auront peut-être un discount, par exemple, sur les formations. Quand on fait des événements, en effet, c'est un accès privilégié. Et puis surtout, demain... C'est vrai qu'on a vocation à vendre des NFT, parce que c'est ça l'idée. On a quand même tout un espace au rez-de-chaussée sur lequel il y a un trafic assez important. On a entre 500 et 1000 personnes qui viennent tous les jours dans les murs. Donc c'est très important. Et donc, on va vouloir leur vendre des NFT. Et on va essayer de trouver des moyens de vendre des NFT en boutique. Ça passe forcément aussi par... On va dire, on va avoir une sorte de plateforme, pour faire simple. En tout cas sur du marché primaire, pas sur du marché secondaire. Et sur cette plateforme, les membres auront aussi accès aux ventes privées, aux ventes prioritaires, au pre-sale comme on dit, sur ce cycle où ça va être d'abord pour eux, ensuite en boutique et peut-être après en ligne par exemple. Ouais, mais justement, comment tu vas faire ça ? Ça c'est intéressant parce que nous on dit tout le temps dans le podcast que le wallet c'est la pierre angulaire du Web3. Il faut absolument un wallet pour posséder de la crypto, posséder des NFT, les échanger, etc. etc. Donc ce wallet, si ceux qui ont un peu l'habitude comme nous, ils téléchargent par exemple un MetaMask, qui est le plus connu pour Ethereum, mais sinon, nous on pense que les wallets vont être d'office intégrés dans les iPhones, dans les Android, à partir de l'année prochaine. Est-ce que toi tu penses que ça passera par là, l'adoption massive, ou est-ce que toi quand tu fais le onboarding à la Factory, tu vas dire aux gens, voilà, téléchargez le wallet, regardez comment on fait, crypto vous n'en avez pas, mais avec une carte de crédit on peut vous en donner, etc. Je pense que la démocratisation passe, je pense que tu as vraiment les deux bords qui doivent se rapprocher en fait. C'est-à-dire qu'en effet, il va falloir plus de services où la crypto est invisible. Ça, c'est une clé. C'est ce qui fait d'ailleurs, quand tu regardes d'ailleurs les premiers services qui ont cartonné en NFT, NBA Top Shot aux US ou Sorare en Europe, c'est des services où la plupart des utilisateurs n'ont pas conscience qu'ils sont en train de manipuler des cryptos ou des NFT. Ah, tu payais les NBA Top Shots, pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, c'est les petites vidéos de 10 secondes où on voit des basketteurs marquer un panier, donc c'est les grands paniers. Il y a 10 secondes, on achète ça en NFT. Et tu collectionnes des moments de match, quoi. Ouais, si tu veux. Des moments de vie. Des moments de match, voilà, le panier de LeBron James à 5 secondes avant la fin contre les Chicago Bulls en finale de je sais pas quoi. Tu vas acheter celui-là. T'en parles très bien. J'y connais rien. En plus, vraiment, j'y connais rien. J'ai pas d'NBA Top Shot, mais du coup, mais c'est ça qui a favorisé la démocratisation à un moment donné des NFT. Et donc oui, t'as besoin de plus d'invisibilité d'un côté. De l'autre, malgré tout, je reste, et surtout a fortiori
parce que dans cet univers où là, c'est vrai qu'on est un peu secoué parce qu'au moment où on enregistre ça, on a vécu il y a quelques jours le drame d'une plateforme centralisée, donc FTX, qui justement a déposé le bilan pour faire ça. Et engouffre des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Et moi, je connais des dizaines et des dizaines de personnes qui avaient leur argent chez eux et qui ne peuvent plus le retrouver. Donc c'est quand même assez catastrophique. Et donc tout ça pour dire que malgré tout, il y a une philosophie derrière aussi la crypto et les NFT qui est d'être vraiment propriétaire de son argent. Et tous ces services où la crypto est invisible, souvent restent des services centralisés. Et donc moi je le vois plutôt ça comme une étape transitoire. D'ailleurs, ainsi que beaucoup de gens ont fait, où ils ont commencé, même sur les NFT, il y en a beaucoup qui ont acheté d'abord leur NFT sur Nifty Gateway. Ce que j'ai fait moi, voilà, en carte de crédit. En carte de crédit. Il y a 2 ans, ouais. Voilà, donc, et ensuite, tu vois, c'est un parcours, tu t'es intéressé, Absolument. tu fais la carte, puis à un moment, tu commences à t'intéresser, tu lis des choses, et tu dis, ah oui, il y a d'autres NFT, ah oui, c'est sur des plateformes qui sont ailleurs, ah oui, il y a OpenSea. Et ah oui, il y a MetaMask, et je me souviens très bien du jour où j'ai ouvert mon MetaMask et j'ai demandé à Nifty Gateway de transférer mon NFT vers mon MetaMask, et là, j'ai eu des frissons, je me suis dit, waouh, la blockchain, ça marche. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, donc, tu vois, moi je crois énormément en fait à ça. Ça veut dire, d'un côté, donc en effet, du coup, t'as la blockchain invisible, mais à un moment donné, tu vas évoluer, et puis de l'autre, ça n'empêche pas, justement, à forcerie, d'éduquer, d'où, pour répondre à ta question, à la factory. En effet, on va leur faire le MetaMask. On va leur donner ce principe-là parce que c'est un principe d'éducation qui nous semble important. Alors le MetaMask, ou pour qu'ils puissent avoir leur premier NFT pas cher, ça doit être le Temple Wallet sur Tezos, parce que c'est le même principe. Sur la blockchain Tezos qui est beaucoup moins cher. Ce qui te permet pour quelques dizaines d'euros d'avoir des NFT qui sont vraiment sympas. Ouais. Et donc pour nous c'est important qu'il y ait cette compréhension. Après il y aura de tout. On va avoir à terme, à mon avis, des expériences de mint peut-être en direct où tu peux le faire directement avec une carte bleue, mais l'aspect éducation reste important pour moi. Mais donc c'est intéressant ce que tu dis parce que le premier pas passe par des applications où l'expérience utilisateur efface complètement la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, je vais sur une application, j'achète un NFT, limite, je sais pas ce que c'est un NFT, j'achète avec de la crypto, mais je sais pas que je suis sur la blockchain, j'ai pas tout à fait compris, mais mon expérience est tellement fluide que j'y vais. Et puis quand j'y suis, je suis les 2 pieds dedans, je commence à me poser des questions, je commence à chercher de l'info, je commence à comprendre, et puis je me rends compte qu'en fait, je n'ai plus besoin de cette tiers de confiance, et que je peux récupérer mes assets, donc que ce soit ma crypto, mes NFT, toutes mes possessions, je peux les récupérer dans mon wallet qui est mon portefeuille. Et donc, je suis pleinement propriétaire de mes... Exactement, ouais. Exactement. En fait, oui, c'est un parcours de vente, quoi, finalement. Ouais. Un process, Non, c'est un process. Et donc, et je pense qu'en effet, ça va aider. C'est ce qu'on va voir arriver. On a eu des expériences intéressantes. T'as le forum Reddit, dont on a parlé à un moment donné, qui a fait ça. Reddit, c'est un réseau social américain qui parle beaucoup de crypto, de NFT, mais... Alors, il y a des forums sur tout et n'importe quoi, en fait. Hein. Ça veut dire que t'as vraiment des forums thématiques. C'est vraiment l'équivalent de... Je sais même pas c'est quoi en France. Oui, il n'y a pas d'équivalent, même en Europe. Doctolib, peut-être. Tu vois pas comment ça s'appelle t'as un truc comme... mince, bref. Un forum médical où ils parlent ou jeuxvideo.com, peut-être. Tu vois, ils ont des forums thématiques, mais qui parlent de tout et n'importe quoi. Mais ça fait très geek. Reddit, c'est très geek. Non, c'est très geek. Ouais. Mais justement, à la base, les utilisateurs Reddit sont connus pour être anti-NFT. C'est-à-dire que t'as plein de gens qui sont dans le jeu vidéo, justement, qui sont dans ces univers, qui aiment pas les NFT. Et ils ont fait leur vente de NFT sans dire que c'était des NFT, en créant un wallet automatiquement pour l'intégralité des 3 millions d'utilisateurs Reddit, et en leur donnant, en fonction de leur engagement, de leur fidélité, du nombre d'interactions qu'ils ont fait, la possibilité de récupérer pour la plupart gratuitement un digital collectible, c'est comme ça qu'ils les ont appelés. Comme ça qu'Instagram les appelle aussi. Voilà, on va y revenir, on va parler de ça. Donc et donc il y a une terminologie différente, et donc la techno finalement passe au second plan, et donc on va voir de plus en plus de choses. On a du Reddit, il y a Instagram, et je pense que ça va arriver de plus en plus. Mais t'en penses quoi d'ailleurs? Tiens, alors Instagram, pour ceux qui nous écoutent, a annoncé il y a, je sais pas, 15 jours, et moi j'ai vérifié sur mon Insta, figure-toi que j'ai maintenant le choix digital collectible, ça s'appelle. Bon, pour l'instant, il est dit que je ne peux pas minter encore, enfin je ne peux pas créer de NFT, mais ça voudrait dire que tous les posts des 2 milliards d'utilisateurs d'Instagram pourraient devenir potentiellement des NFT.
c'est juste absolument. Alors en termes d'adoption massive, 2 milliards d'humains, c'est quand même fort. Ouais, alors ça va mettre et aussi, du temps, mais... ça va transformer le business model de tous ces influenceurs aussi. Bah, c'est sûr que c'est clair que c'est un outil de monétisation d'audience qui est assez fort. Hein. Enfin, on a vu de toute façon, ça a commencé à émerger en fait avant même les NFT. Les influenceurs utilisent des réseaux sur abonnement, par exemple, maintenant, pour avoir un lien plus direct, donner du contenu exclusif à leur communauté. On a beaucoup de sportifs, alors on a beaucoup de trucs érotiques aussi qui sont dans ce sens. Donc finalement, créer le NFT qui va te permettre finalement de monétiser ton audience, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses là-dessus en effet. Je pense qu'il va falloir faire attention aussi parce que quand même dans la dernière vague on a déjà vu pas mal d'influenceurs justement faire un peu n'importe quoi avec ça. Donc j'espère qu'Instagram va aussi y aller très doucement quand même dans le chemin qu'ils vont pouvoir emprunter. Je pense que c'est intéressant, mais je pense qu'il y a quand même un travail, il y a une réflexion à avoir. De curation peut-être. De curation, de réflexion, de validation, pour éviter que demain tout le monde fasse tout et n'importe quoi, parce que ça pourrait être très contre-productif pour la compréhension qu'ont les gens du NFT justement. Ou justement ça va associer NFT à Instagram et donc on va plus pas capitaliser sur tout le reste. Voilà, mais en tout cas, bon, pour l'instant, je crois que c'est assez intéressant. C'est vrai qu'ils mettent en avant, pour l'instant, ils mettent en avant, ils sont allés chercher ils travaillent sur 5 blockchains, si je me trompe pas, et ils mettent en avant des NFT. On peut mettre en avant finalement des NFT qui viennent d'autres plateformes directement sur Instagram. Ouais, ça s'appelle l'interopérabilité. C'est ça. On peut minter mon node de la NFT Factory, je pourrais la faire apparaître sur mon Instagram. Voilà, avec le statut NFT sur ton Instagram, et ils font apparaître, un particulier, ils font apparaître finalement l'artiste et le propriétaire directement. Alors moi j'entends déjà des gens de ma communauté qui vont me dire oui mais Claudia ça sert à quoi ? Pourquoi j'irai afficher mes propriétés sur mon compte Instagram ? Je vous laisse répondre. Ouais, c'est une vraie question qui est intéressante. Je vais revenir au t-shirt. Pourquoi tu portes un t-shirt Gucci alors que tu pourrais avoir le même t-shirt où c'est pas écrit Gucci ? Et pourquoi tu portes un t-shirt de skate ou de hard metal ou de je ne sais quoi ? On est toujours sur cette logique d'appartenance. Et aujourd'hui, je parle des t-shirts parce que avant c'était ça, quand tu te balades dans la rue, ça peut être le t-shirt, ça peut être la Breitling, ça peut être la Ferrari, ça peut être les baskets. Finalement, tout ce qui constitue ton apparence est là pour révéler qui tu es. D'ailleurs, voilà, dans le film Le Diable s'habille en Prada, d'ailleurs, il y a une scène comme ça qui est assez sympa où elle parle à son assistante qui est anti-mode. Et elle lui dit, mais en fait, ce que tu crois être anti-mode, c'est juste une manière de te positionner pour matérialiser ton sentiment d'appartenance. Et donc, on est aujourd'hui dans la mesure où, c'est vrai que mes amis, je les vois plus sur les réseaux que dans la vraie vie, même si je les vois dans la vraie vie aussi, mais on passe énormément de temps sur les écrans, on passe énormément de temps sur ces réseaux. Donc, c'est logique finalement que mes signes d'appartenance soit aussi révélé justement sur ces plateformes. Donc ça peut être une photo de profil en effet, mais c'est pas forcément qu'un punk ou qu'un ape, ça peut être justement quelque chose d'artistique qui va mettre en avant, ça peut être des communautés qui font un pop-up qui montre que j'étais là à tel moment, à tel endroit. Ça peut être justement de l'art, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être et on va être de plus en plus dans cette logique, ce qui va être montre-moi tes NFT, je te dirai qui tu es. Et donc c'est simplement ça, et de manière encore plus importante, parce qu'on vit maintenant, pas que sur Instagram, mais sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, même dans des Zooms ou dans des Skype ou autre. Voilà. Ouais, sur Twitter, c'est très frappant, la communauté NFT. On la voit de deux manières. On la voit via les avatars des gens. Donc avant, on mettait sa photo, classiquement, une photo de passeport, en fait. Mais maintenant, on met un CryptoPunk, on met, comme tu dis, un singe, on met un petit animal, on met une photo ou une image, en fait, qui parle immédiatement à la communauté NFT, comme nous tous ici autour de cette table. Qui classe. Et encore plus fort, Twitter maintenant propose la photo de profil dans un pentagone, non plus un cercle, mais un pentagone. Et là, toi et moi, on sait immédiatement que ça veut dire que la personne a connecté son wallet à Twitter et peut donc justifier de la propriété de cette image. Et donc, pour des gens comme nous, ça parle très fort. Et progressivement, j'imagine que les gens ça va les intriguer et ils vont s'intéresser à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le sens de la propriété, il évolue. En fait, nous, on fait partie de génération où si tu étais propriétaire, tu devais absolument posséder les choses. Aujourd'hui, alors nous déjà, on a compris ce que c'était un NFT et l'intérêt de la propriété digitale, on l'a compris, mais on est une petite partie des gens. Mais quand on voit les générations, ce qu'on appelle les Z, et les alphas aussi, pour eux, c'est une évidence
que s'ils doivent posséder quelque chose, ça sera digital. Parce que ça n'a aucun sens de posséder quelque chose dans la vraie vie, alors que finalement, on sort plus de chez soi. Et dans la vraie vie, ils font du coworking, du co-living. Ils voyagent plus parce qu'ils n'ont plus les moyens de voyager. Ils sont toute la journée connectés derrière l'écran. Ils sont en télétravail. Et donc, pour eux, ça n'a pas de sens de posséder quelque chose de physique. Et donc, on voit que ce sont des générations qui consomment autrement. Elles consomment d'abord digital et puis ensuite physique. Je pense que je pense qu'il y a les deux. Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a les deux. Je pense que malgré tout, peut-être qu'un jour ils voudront s'acheter un appartement ou ce genre de choses. Et donc t'as quand même, il y a quand même une influence peut-être. Enfin, je sais pas exactement. J'imagine qu'il y en a qui sont encore très attachés à certaines marques ou à des t-shirts ou à de la mode ou certaines choses. Mais c'est vrai que le marché du bien numérique est extrêmement important. Déjà dans Fortnite aujourd'hui. L'année dernière, c'est 5 milliards, je le dis souvent, je dis, mais 5 milliards de ventes de skins sur Fortnite, des skins de vêtements, quoi, pour faire simple, de peau, d'apparence, quoi. C'est de l'apparence, et ça représente déjà 5 milliards, sauf que c'est pas du NFT aujourd'hui. Pour l'instant, on possède la skin, mais on peut pas l'amener dans d'autres jeux, on peut pas la revendre à qui on veut, on peut pas la prêter ou la donner ou la mettre en hypothèque ou faire ce qu'on veut avec, on peut pas la détruire, on n'a pas le titre, on n'a pas les attributs de propriété finalement. Et donc, dans la mesure où on commence à consommer numérique, dans le jeu vidéo, ça arrive tous les jours, même quand on joue à Candy Crush et qu'on achète des minutes en plus, on consomme déjà du numérique en fait. Et ou même quand on achète, finalement, quand on regarde un film sur Netflix, on consomme du numérique. Ouais. On achète, aujourd'hui on paye un abonnement Netflix, un modèle finalement de consommation de numérique. Quand on paye un abonnement, on consomme aussi. Et donc, on le fait déjà. Après, c'est justement que maintenant qu'on est au début de ça, justement, c'est la question, c'est comment j'arrive à consommer du numérique mais garder une logique de propriété. Et c'est vraiment ça le fond. Oui, parce que Netflix, t'as raison, on oublie, mais Netflix, on n'est que locataire du bien digital, locataire du film. Spotify, on est locataire. L'idée du NFT, c'est qu'un jour, le producteur dira, mais ce bout de film ou cette série-là, vous pouvez l'acheter, ou cet épisode-là, c'est des modèles, en effet, où on remet de la vraie propriété, et donc on retrouvait l'intégralité de ces attributs de propriété. Remettre en question la propriété aussi, parce que moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est que justement il y a du code, il y a de l'informatique, il y a ce smart contract, et du coup ça remet en question, même tu parlais de co-living, de co-sharing, de je ne sais quoi encore. On voit même que la notion de propriété dans le monde physique elle évolue. Avant il fallait ma bagnole, c'était très fort, c'était important, ma bagnole, tu vois, voilà, ma mobilette, même ma maison, on va dire, même si on a toujours à s'intéresser quand même par posséder de l'immobilier, mais cette notion de ma bagnole, on voit qu'aujourd'hui c'est ah oui, alors bon, ma bagnole, peut-être je vais prendre une bagnole pour la mettre derrière en carpool sur Drivey, sur un service où d'autres gens vont pouvoir acheter de l'usage, et peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont être intéressés pour toucher un pourcentage. En fait, il y a une chaîne de valeur finalement, avec différents acteurs, certains qui vont être financiers, certains qui vont utiliser, certains qui vont peut-être l'amortir, certains qui vont la réparer. On voit ça aussi sur tous les services de trottinettes, etc. On a les juicers, on voit qu'il y a un écosystème qui se crée autour de la propriété, et donc on peut imaginer que demain, finalement, on va sur cette tendance de se dire peut-être que t'es pas d'ailleurs vraiment propriétaire, t'es un peu... t'as autre chose, c'est une autre manière. C'est de la copropriété. C'est un autre... Enfin, on l'a d'ailleurs un peu dans l'immobilier, quand on a le droit, va dire, t'as le usufruit d'un appartement, il a été décomposé, enfin, il y a plein de termes qui existent. Démembré. Il y a plein de termes juridiques qui existent dans l'immobilier déjà, à mon avis. Ils vont être simplifiés, rendus plus accessibles et intégrés directement dans l'informatique pour que les gens finalement profitent de services avec une chaîne de valeur qui soit complètement éclatée. Sur la chaîne de valeur, tu parlais d'hypothéquer un NFT, c'est intéressant. Il faut que les gens sachent quand même que quand on a un NFT de valeur, quel qu'il soit d'ailleurs, il y a des services financiers qui vous disent, ce NFT, vous nous le confiez, on le lock, on le verrouille dans un coffre virtuel évidemment, et on vous prête de l'argent. C'est même très utilisé maintenant. T'as un service qui s'appelle BenDAO. Je te parlais de l'effondrement des Bored Ape tout à l'heure. C'est uniquement lié au fait que le marché des cryptos s'est effondré à cause de ce dépôt de bilan de FTX, et comme il s'est effondré, il y a des gens qui ne peuvent plus rembourser leur crédit, et donc on anticipe déjà que ces sociétés qui ont du coup en hypothèque certains Bored Ape vont les liquider, et donc que le prix des Bored Ape va baisser. Tout ça est lié en fait. Donc c'est vrai que c'est justement des liquidations d'hypothèques qui vont avoir lieu, ou de collatéral comme on dit en anglais, quoi. Ouais. Et justement, tu as un avis toi sur ce qui se passe là pour le moment avec FTX ou... C'est catastrophique. J'ai un avis, oui, c'est catastrophique, ça fait très mal. Enfin moi je suivais de loin, parce que c'est vrai que quand t'es dans les... Moi je suis
un pur NFT, quoi. Je suis un enfant des NFT, je suis moins dans les cryptos finalement. Donc, on est moins touché par le monde des crypto-monnaies quand on est vraiment que dans les NFT, en fait. On l'est de manière indirecte, parce que tu as des fortunes. Ouais. En fait, tu as 3 niveaux d'impact. Tu as l'impact direct des gens qui peuvent pas retirer leur argent. C'est vrai que tu as l'impact un peu quasi direct de tous les projets, et t'as peut-être des projets NFT dans lesquels ils avaient leur trésorerie. Par exemple, j'avais lu qu'il y a un projet qui était très connu sur Solana qui s'appelait Star Atlas, qui était le jeu vidéo que tout le monde voulait et qui a été impacté de manière extrêmement violente parce que ils sont passés de 3 ans de trésorerie disponible à 6 mois. Et donc ça impacte fortement. Donc si t'avais des NFT Star Atlas, toi-même tu vas être impacté par ça. Et puis il y a le 3e niveau où on est tous un peu, malgré tout, vu que t'as des fortunes qui ont disparu, forcément des gens sont obligés de vendre plus rapidement et donc ça impacte aussi et puis, plus ou moins. Il y a une perte de confiance générale. Et ça, c'est le 4e niveau le plus important. C'est vrai qu'avant, justement, on parle de démocratisation. Là, c'est vrai que tu regardes les médias, ça parle du soir au matin du fait qu'il faut pas aller acheter des cryptos, quoi, tout simplement. Oui, le message est déformé, enfin, la réalité est déformée. Mais je les comprends. Enfin, je les comprends, honnêtement. Je pense que, si tu veux, c'était quand même un peu le gendre idéal qui vous a mis un couteau dans le dos, quoi. Donc si vous voulez, c'est SBF, ce Sam Bankman-Fried qui était, moi quand j'en parlais avec je suivais pas trop ça de près, mais les gens qui étaient dedans étaient amoureux de sa plateforme, amoureux de lui, il était génial, il travaillait beaucoup sur la régulation aux États-Unis, il faisait des dons de charity extrêmement importants, enfin c'était vraiment le personnage le genre parfait. Alors qu'en fait c'est juste un escroc, donc c'est vrai que ça fait très très mal, et en plus ça fait très très mal, donc il va falloir du temps, évidemment. De tout ça vont naître de bonnes choses, des meilleurs réflexes. On voit que Binance est en train de travailler pour donner des preuves plus importantes de leurs réserves de valeur. On voit que forcément les gens vont se sécurisent plus, prennent plus conscience qu'il faut utiliser un hardware wallet comme Ledger. Les gens prennent conscience qu'il y a d'autres nouveaux services d'exchange dits décentralisés justement qui vont peut-être plus rapidement se développer. Donc des choses positives naîtront, mais on va perdre quand même un peu de temps sur l'adoption, à mon avis. Ouais. Tu sais que nous, on a une formation, celle-là, c'est Benjamin qui la donne, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, en fait, les particuliers, comme c'est de l'argent virtuel, ils comprennent pas la différence entre l'exchange, le wallet, le cold wallet. Ils se disent, mais moi, j'ai de l'argent sur mon wallet, mais en fait, c'est sur l'exchange. Et donc, ils ont un problème cognitivement de visualiser, de conscientiser où est l'argent. Et depuis cette affaire-là, on a plein de demandes. J'imagine. Mais oui, sur les workshops wallet. Parce que les gens, grâce aux médias, ont compris ce que c'est un exchange. Le particulier, je parle, pas l'entreprise. Comme tu dis, cette affaire dramatique fait comprendre aux gens que la crypto ne doit pas fonctionner comme une banque, on ne doit pas confier sa crypto-monnaie à un tiers. Un exchange, en fait, comme son nom l'indique, c'est un exchange. Un échange, il est là pour échanger. C'est une bourse ou un bureau de change. C'est un bureau de change. Donc il faut se dire, on ne va pas laisser son argent au bureau de change. Ouais, c'est ça. Surtout, tu vois la tronche d'un bureau de change en général, tu n'as pas envie de laisser son argent. Donc c'est ça. Donc tu fais ton change et tu t'en vas. Et on est de passage. C'est juste un truc de passage, le bureau de change. Mais ce qui est chouette, c'est que ça confirme en gros, le blockchain te dit quoi ? N'aie pas confiance dans les hommes et confiance dans le code. Et là, c'est la même chose. N'aie pas confiance dans l'homme. En fait, c'est exactement. En fait, c'est vraiment un principe. Mais c'est vrai que c'est dur parce que on est quand même dans un monde de confiance. C'est vrai que ce que dit la crypto, c'est n'ayez pas confiance, ayez confiance dans le code, lisez ce que vous signez. Enfin, c'est des principes qui sont nouveaux pour beaucoup, même pour moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance, mais en fait c'est vrai qu'il faut savoir avoir, mais c'est des principes de sécurité qu'on a appris déjà, par exemple avec Internet. On a appris à ne pas faire confiance avec Internet. On a appris à se dire, si quelqu'un m'envoie un email en me disant que c'est mon oncle éloigné, qu'il est en Afrique et qu'il a beaucoup d'argent à me donner à condition que je lui envoie un Western Union de 500 €, on a appris à se dire qu'il y avait peut-être un souci. Et puis, autre remarque qui me vient ici, c'est que le monde des cryptos et des NFT va tellement vite qu'on oublie de dire que FTX, c'est une boîte qui a 2 ans. Exactement, en fait, on parle pas de la faillite d'une banque qui a 150 ans. Et on oublie de dire qu'elle était aux Bahamas, qu'elle n'était pas en Europe. Aux Bahamas, mais donc ça aussi, c'est utiliser les produits européens. Une boîte qui a 2 ans et qui gère 100 milliards de dollars, réveillez-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va finir sur autre chose. L'un de tes projets qui nous tient à cœur, c'est la non-fongible conférence, parce que John, avec Claudia, on est allé à cette première édition de la non-fongible conférence. On est rentré épuisé. On est rentré épuisé parce qu'on a rencontré des tonnes de gens passionnants. C'était vraiment 3 ou 4
4 jours absolument fantastiques où il y avait des conférences, mais hyper pointues, très pertinentes. À Lisbonne, c'était en avril dernier, avril 22. C'est ça. Et alors, 2023, il y aura la deuxième édition. Tu peux nous annoncer? Exactement. Donc, la deuxième édition, elle va être extrêmement... on va essayer de faire pareil, mais en mieux, parce que bon... c'est toujours ça nous étonne de toi. Donc, on travaille dur. Là, j'ai toute une équipe à Lisbonne. C'est vrai j'ai 10 personnes à Lisbonne qui travaillent sur la prochaine édition de la Non-Fungible Conference, qui vont avoir lieu, en fait, la première semaine de juin, normalement. Au moment où on enregistre ce podcast, c'est pas encore annoncé. Mais voilà, ça sera confirmé, du coup, au moment du podcast. Et en fait, c'est quelque chose d'assez important parce que pour moi, c'est un peu pareil. Enfin, moi, j'aime bien l'innovation. J'aime être à l'avant-garde, on va dire, de manière générale. Et pour moi, une conférence doit suivre le même type de révolution que Internet, tout simplement. Donc on a le Web3 qui arrive sur Internet et moi j'ai envie de créer la conférence 3 et la conférence 3 ça peut pas être juste des panels, une exposition, enfin voilà, quelques écrans et des stands. Et c'est essayer de trouver qu'est-ce que tu fais pour justement remettre en question tout le modèle. Alors je dis pas que évidemment on change tout, mais on travaille beaucoup sur le côté, voilà, sur la curation, sur l'innovation, sur le token. C'est vrai qu'on a des billets NFT et on travaille là-dessus encore plus pour l'année prochaine. On va pousser un peu plus encore l'expérience là-dessus et on va avoir en fait tout un travail aussi assez... Enfin, on a pas mal de choses en effet qu'on est en train de cuisiner pour justement valoriser un peu plus l'expérience que tu peux avoir sur un événement NFT. Ouais. Question, si j'y connais rien, je suis juste intriguée par les NFT, j'ai envie de comprendre, mais je me dis, ok, je suis à Lisbonne à ce moment-là, je vais comprendre ce qui se passe ou je dois vraiment être déjà avoir un pied dedans? Franchement, tu vas pas tout comprendre. Parce que c'est vrai que non, en fait, en plus c'est pas vrai parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont venus l'année dernière et qui étaient justement. D'ailleurs, il y avait pas mal de gens de grandes boîtes qui sont venus sur la conférence justement pour s'imprégner, pour s'acculturer justement au NFT. Et honnêtement, je vais te dire un truc, même si tu comprends pas tout, le vivre, tu comprendras toujours mieux et plus vite que si tu le fais pas, quoi, tout simplement. Oui, et puis aussi venir, nous on s'est rendu compte de ça, c'est que c'est déjà un écosystème très complet, avec des spécificités métiers, avec des spécialistes dans des niches. Et alors que quand t'as pas un pied dedans, tu dis ouais, la crypto, les NFT, ouais, ok, super. Et on se rend pas compte de l'étendue du développement déjà. Non, mais c'est vrai, on a vu, nous, voilà, les intervenants, c'est vrai alors il y a de l'art est important, mais même dans l'art, déjà, t'as l'art génératif, l'art intelligence artificielle, l'art 3D, l'art visuel, plein de choses. Mais au-delà de ça, t'as le jeu vidéo. T'as l'univers des collectibles, l'univers des métaverses, l'univers de... après, voilà, plein de gens spécialisés sur les équilibres de tokens, de tokenomics, les équilibres sur la sécurité, enfin, t'as beaucoup de choses. T'as des gens qui sont plus collectionneurs, des gens qui sont investisseurs, des gens qui sont justement des codeurs créatifs. Enfin, c'est extrêmement riche en effet comme écosystème. Et là, on va travailler encore plus le côté, voilà, justement, à avoir des scènes un peu spéciales, à la fois spécialisées, donc des workshops où tu peux apprendre, mais de l'autre aussi beaucoup le côté culturel qui est important pour nous, avoir une scène extérieure avec de la musique, des performances live. Ah oui. Il y a tout un côté culture qui est assez important et on pense que le live, la danse, le chant, il y a des choses qui sont expérimentées dans ce domaine et qu'on a envie de mettre en avant aussi. Ouais. Et ce qui m'a marqué moi l'année passée, c'est que alors qu'on était dans le Web 3, je me suis dit, il y a des métiers, je ne savais même pas que ça existait. Et je me suis dit, mais waouh, si j'avais 20 ans, mais j'aurais envie de faire tous ces trucs, quoi. Et donc, ça ouvre le champ des possibles aussi, de venir sur place, de se rendre compte de l'énergie et de l'étendue des compétences et de la diversité des compétences. Et aussi, c'était très rassurant parce que de se dire, c'est un écosystème nouveau, il n'y a pas vraiment de spécialistes. En fait, tu es spécialiste si tu travailles beaucoup. Non, mais c'est exactement ça, et c'est ça qui est génial dans cet univers. C'est que, de toute façon, j'avais posé une question au tout début, justement, de la conférence, c'était qui travaillait il y a un an dans le Web3 et ensuite qui travaille maintenant dans le Web3. Et je suis passé d'une salle vide à une salle pleine de mains levées. Wow. Et ça montre en fait le côté récent finalement de ce phénomène. Et le côté potentiel. Et le côté potentiel, ça veut dire que t'as que des gens t'avais des médecins, des professeurs, des financiers, des étudiants, des chômeurs, enfin plein de gens qui venaient de plein d'univers différents et qui sont partis finalement d'un coup en disant ça y est, j'ai compris qu'il se passait une révolution,
je sais pas trop ce qui se passe, mais il faut que j'y aille. Et en fait, on est tous un peu happés par ce mouvement en se disant, de toute façon, il va se passer énormément de choses dans les 10 prochaines années, au moins là-dedans. Donc, je sais pas où je vais, mais je trouverai ma place là-dedans. Oui, c'est le côté hybride aussi. C'est intéressant. Tu parles des professions. Il y avait tellement de gens, tellement différents, et de tous âges aussi, que là, on a réalisé avec Claudia à la NFC conférence là à Lisbonne, on a réalisé que c'était pas du tout un truc de geek, mais ça on le savait, mais ni un truc forcément de jeunes, ni un truc avec des gens avec des parcours bien établis. Il y a des gens qui viennent de vraiment partout. Moi, j'ai un copain à moi d'ailleurs qui est venu, qui travaille dans la mode depuis toujours, et qui m'a dit, mais attends, tu m'avais dit que c'était, je pensais que j'allais à une conférence de geek. Ouais, c'est ça. En fait, il y a que des gens stylés. Si tu m'avais dit, j'aurais fait attention. C'était très dandy. Et alors, il y a eu une fête, une fête organisée par Sandbox, mais inoubliable, une fête. Dans une serre. Alors pour les Bruxellois qui nous écoutent, jungle un peu. Oui, pour les Bruxellois qui nous écoutent, parce qu'on en a, c'est comme si on avait fait une after dans les serres royales. Donc ces serres 1930, c'était avec un jardin tropical. Un jardin tropical botanique. En fait, je me souviens très bien de quand je suis tombé sur cette, pour le coup, c'est vrai que c'est nous qui l'avons organisé pour Sandbox cette soirée. Donc c'est moi qui visitais les espaces et il y avait un petit guide qui m'emmenait sur sa moto un peu faire tous les espaces. Et il m'a fait toute une liste. Et là, c'était le deuxième que j'ai visité. J'ai visité cet endroit. J'ai dit, des boucles l'après-midi, on a trouvé. En fait, j'avais pas besoin de faire la suite. Voilà, j'ai dit, ça y est. J'ai dit, c'est bon, on ne trouvera pas mieux. J'ai dit, non, c'était fantastique. Donc, en effet, cet espace, mais il y a des espaces magnifiques à Lisbonne. Et l'année prochaine, ça va être super cool. Et on est content de le faire en juin, justement, parce que il va y avoir les fêtes font partie aussi. Enfin, il faut essayer de trouver toujours des fêtes hyper intéressantes, innovantes et bien festives. Et là, on va travailler sur des choses. On va pouvoir aussi faire des choses au bord de la mer, sur la plage. Avec le climat du mois de juin à Lisbonne, on va être bien. Ouais. Ah bah écoute, c'était super. Je crois qu'on pourra encore parler. Ouais, parce qu'on est animés tous les trois à cette table par cette industrie, cet écosystème, ce plaisir. De façon différente, tous les trois, mais finalement reliés par cette même technologie, donc c'est chouette. C'est sûr. Merci. Par ce changement du monde, par un vrai changement. Merci beaucoup, John Karp. On te retrouve. Alors, Karp, c'est K-A-R-P. Je mets tous les liens, Twitter, LinkedIn, Non-Fungible, le livre, tout dans la description. Il y a aussi un livre. Le livre, j'ai déjà mis le lien podcast Amazon. NFT Morning aussi, Évidemment. qu'on retrouve régulièrement. Et le matin en direct. On est en direct sur Twitter Space tous les matins, exactement. Voilà. Et sur toutes les plateformes d'écoute. Et ensuite sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, exactement. Voilà. Écoute, merci en tout cas de nous accueillir ici, c'est super. Merci d'être venu. Voilà. Et avec plaisir. Alors pour ceux qui nous écoutent, on a un site web qui s'appelle nftbusiness.tech, TECH. Un site sur lequel vous pourrez enregistrer votre adresse mail pour recevoir notre newsletter et le e-book gratuit sur la liberté financière et la finance décentralisée. Exactement. Une newsletter qui nous prend beaucoup d'énergie, donc forwardez-la à vos amis, ils le méritent bien. Bonne écoute. À bientôt. Merci.